Quand tu veux que je commence. Ça y est, Oui. c'est bon. Donc, Parfait. deux petits mots d'introduction. Donc, je suis très, très content d'inviter, enfin, que Vincent ait accepté, Vincent Hainaut ait accepté l'invitation. Vincent, moi, j'ai des souvenirs. Oh, j'ai perdu ton son là, je ne t'entends plus, Eric. Eric, je t'entends plus du tout. J'espère que vous m'entendez. Allô, allô? Eric, je ne t'entends plus. Allô, allô? Eric, je ne t'entends plus du tout. Allô, allô? Alors attends, j'arrête le partage, je reviens en arrière. Eric, je t'entends plus du tout là. Tu peux me parler? La connexion elle doit être perdue avec vous. Allô, allô? Allô, Eric? Attends, je vais essayer de te téléphoner. Vas-y, est-ce que tu veux dire un mot? Ah, je t'entends à nouveau. Voilà, je t'entends à nouveau. Je t'avais perdu là. Voilà, pardon. Et donc, si tu peux partager tes diapos, hein, ça fait pas de travail. Parfait. C'est bon? Et on peut commencer. Quand tu veux. Parfait. Écoute, je commence. Merci Eric pour cette invitation. Alors, je suis très heureux de vous parler d'hyperkaliémie parce que, vous allez voir, c'est un sujet vraiment d'actualité. Il y a beaucoup d'idées reçues qu'on va déconstruire autour de l'hyperkaliémie et des nouvelles stratégies de prise en charge qui arrivent. Alors, voilà, donc j'ai beaucoup de liens d'intérêt. Donc, je suis professeur de thérapeutique, donc je suis expert pour le développement de pas mal de médicaments. Et donc, j'ai forcément des liens d'intérêt avec tous les médicaments dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la première partie de ce topo, c'est de revoir ensemble la relation entre kaliémie et mortalité. Et avant tout, de quelle kaliémie on parle. Là, je déconstruis complètement l'histoire du garrot. C'est un New England, vous voyez, qui date déjà un petit peu. Comme quoi, on peut faire un New England sur 5 patients. Alors, ces 5 patients, on leur met un petit cathlon épariné au niveau de l'avant-bras, donc en aval d'un garrot qui est posé au bras. Et on va pouvoir prélever par ce cathlon épariné toutes les 30 secondes pour faire un dosage de kaliémie. Et là, vous voyez très bien que pendant la période de garrot, pendant les 2 minutes de garrot, il va strictement rien se passer. La calémie ne va absolument pas bouger pendant toute la période où le garrot est en place. Garrot veineux, bien sûr, et pas artériel. Alors que dans la partie supérieure de la diapo, vous voyez que si après 1 minute de garrot, vous demandez au malade de serrer très fort le poing, la contraction des muscles de l'avant-bras va libérer une grande quantité de potassium et va faire monter d'au moins 1 point la calémie. Donc en fait, les consignes à donner à vos patients, c'est de se faire prélever au laboratoire, bien sûr, pour que le sang soit centrifugé tout de suite, mais de mettre un garrot pour ne justement pas être obligé de serrer très fort le poing, parce qu'on ne verra pas bien la veine. C'est ça, c'est le fait de serrer le poing qui fausse la calémie et absolument pas la pose d'un garrot. Deuxième idée reçue, c'est que, soi-disant, l'hypercalémie, ça serait moins grave chez nos patients malades rénaux chroniques. Alors, c'est une absurdité qui est très, très bien dénoncée dans cette étude épidémiologique, où vous voyez qu'il y a une relation U pour la mortalité en fonction de la kaliémie. Alors, on va revoir un peu après sur la diapo suivante la kaliémie idéale, mais gros, vu là, vous voyez, d'un petit peu loin, vous voyez que la kaliémie, bah, quand elle baisse, c'est pas bon, quand elle augmente, c'est pas bon. Mais on regarde dans différents sous-groupes, et vous voyez que dans le groupe CKD, des malades rénaux chroniques monodéfaillants, vous voyez que la courbe est encore plus en U que les patients avec heart failure, l'insuffisance cardiaque, ou les diabétiques, ou les sujets contrôle. Ça veut dire que pour une kaliémie, une hypercalémie donnée, on meurt plus avec une maladie rénale chronique qu'avec simplement une insuffisance cardiaque,
un diabète ou des sujets sans aucun de ces facteurs de risque d'hypercalémie. Alors, bien sûr, le pire est d'avoir la totale, d'avoir à la fois l'insuffisance cardiaque, la maladie rénale chronique et le diabète. Mais vous voyez que le malade rénal chronique n'est absolument pas protégé de la mortalité quand il devient hypercalémique. En fait, c'est une confusion chez les néphrologues entre insuffisance rénale chronique et aiguë. Bien sûr que dans l'insuffisance rénale aiguë, dans l'acquis, la calémie monte très vite et donc est encore plus grave que dans la maladie rénale chronique, mais la maladie rénale chronique n'a jamais protégé des conséquences de l'hypercalémie. Nos malades ne sont pas protégés des conséquences de l'hypercalémie. C'est une absurdité. Maintenant, un peu dans le détail, la calémie idéale. Ça, c'est une population de malades rénaux chroniques. À gauche, la relation entre calémie et mortalité, et à droite, avec les événements majeurs cardiovasculaires. C'est pareil, donc on va regarder à gauche la mortalité. Vous voyez que la calémie idéale, finalement, c'est une calémie normale haute, entre 4,5 et 4,9, 4,5 et 5. Et vous voyez que si la calémie monte déjà au-dessus de 5, eh bien, statistiquement, il y a déjà un surrisque qui est statistiquement significatif de mortalité. À l'inverse, quand la calémie baisse en dessous de 4, eh bien, vous commencez à avoir là aussi une surmortalité. Donc en fait, la calémie idéale, la fourchette de calémie idéale est assez étroite, on va dire pour simplifier, entre 4 et 5. Il ne faut pas que le malade monte au-dessus de 5, il ne faut pas que le malade descende en dessous de 4. Alors maintenant, un petit peu de physio, puisqu'on est entre néphrologues, et ça fait du bien de revenir un petit peu à la physio et de se souvenir que toutes les cellules du corps sont faites comme ça. Elles ont une N-ATPase qui passe son temps à faire sortir du sodium et rentrer du potassium, et qui est couplée à un échangeur sodium-proton qui, lui, fait rentrer du sodium et sortir du H+. Et donc, si vous utilisez des bêta-2 agonistes, vous stimulez la NAK-ATPase, donc vous faites sortir plus de sodium et donc rentrer plus de potassium, vous baissez donc la calémie. Si vous donnez du glucose et de l'insuline, vous stimulez l'échangeur sodium-proton, donc vous faites rentrer plus de sodium qui nourrit et stimule la NAK-ATPase pour faire rentrer plus de potassium. Et donc dans les deux cas, vous avez une baisse de la calémie extracellulaire. Et donc, maintenant, la relation avec une charge de potassium alimentaire. Quand vous avez un apport de KCl, hein, de potassium pur, des ampoules de KCl, sans aucun aliment, eh bien, vous avez une augmentation à peu près, vous voyez, pour 35 millimoles de potassium, de 0,5 points de kaliémie, parce qu'il faut un certain délai pour stimuler l'aldostérone et aboutir à ce qu'on verra tout à l'heure, l'excrétion urinaire du potassium. Donc la régulation par la balance externe de cet apport de potassium pour que l'on pisse cet excès d'apport de potassium. À l'inverse, si vous avez, comme la plupart du temps, un apport de potassium avec un repas qui va apporter en particulier des glucides, et on verra aussi des bicarbonates, eh bien, il y a très peu d'augmentation de la calémie parce qu'il y aura ce transfert intracellulaire de potassium grâce à l'insuline glucose qui va faire que ça va amortir cette hypercalémie postprandiale. Alors maintenant, la balance acido-basique et kaliémie. Vous voyez, dans une cellule musculaire, hein, c'est là où il y a l'essentiel du stock de potassium intracellulaire, hein, puisque c'est l'essentiel de la masse cellulaire de notre corps. Eh bien, dans une situation d'acidose atroanionique normale, vous avez augmentation d'H+, baisse de bicarbonate, eh bien, ces deux pompes, hein, l'échangeur sodium-proton et NBCE, sont désactivées puisque bah, vous avez déjà trop d'H+, dehors, donc bah, il y a moins d'H+, qui peut sortir, et puis vous avez moins de bicarbonate qui nourrit NBCE pour faire donc activer cette pompe. Et donc, dans les deux cas, vous avez moins de sodium qui va rentrer en intracellulaire. Et s'il y a moins de sodium en intracellulaire, bah, ça désactive la NAK-ATPase et donc moins de potassium peut rentrer dans la cellule et ça produit une hypercalémie. C'est un petit peu différent quand vous avez une acidose atroanionique augmentée parce que là, l'accumulation d'anions indosés, hein, d'acide organique, d'anions organiques, va stimuler MCT, qui va faire rentrer un petit peu d'H+, et qui donc peut réactiver un petit peu cet échangeur sodium-proton, et donc faire rentrer un peu de sodium dans la cellule, et si bien que ça ne désactive pas complètement la NAK-ATPase, et la calémie va être beaucoup moins modifiée.
Alors, le troisième mythe qu'il faut déconstruire, c'est le régime. Le régime idéal pour nos malades. On leur a trop longtemps dit, et certains continuent de le dire, il faut faire attention aux fruits et légumes. Alors, c'est une énorme bêtise. Les fruits et légumes, c'est extrêmement bon pour la santé. Pourquoi? Parce que les fruits et les légumes, ça c'est tiré directement de nos derniers Cadigo, les fruits et les légumes, d'abord, ça apporte des fibres. Et les fibres ralentissent l'absorption intestinale du potassium et favorisent la sécrétion intestinale de potassium. Et puis les apports de sucre et d'alcalin vont favoriser le transfert de potassium intracellulaire. Ce qui n'est pas bon, en fait, en termes de régime, c'est les protéines animales, parce que là, vous apportez des acides et beaucoup de potassium. Il y a beaucoup de cellules, donc beaucoup de potassium avec les aliments carnés. Et le pire du pire, c'est la charcuterie. La charcuterie, parce qu'en fait, elle contient des additifs de KCl. Hein, c'est un petit peu l'équivalent du sel de régime. Votre sel de régime, c'est du KCl pur plutôt que du NaCl. Et bien, la charcuterie contient des additifs riches en potassium, surtout la charcuterie d'ailleurs appauvrie en sel, qui contiennent encore plus d'additifs riches en potassium. Donc, la vraie vigilance pour nos malades, c'est surtout les produits transformés, la charcuterie, les protéines d'origine animale, mais il ne faut pas trop réduire les fruits et les légumes. Bien sûr, on peut se passer de fruits secs, de chocolat, enfin d'un certain nombre de choses, mais les fruits et les légumes, il ne faut pas trop les réduire chez nos malades. Maintenant, la balance externe. La balance externe, c'est ce qui va permettre finalement, au bout du compte, d'excréter au niveau rénal le potassium qu'on a mangé chaque jour. Eh bien, quels sont les 6 piliers qui vont réguler cette excrétion de potassium distal, puisque c'est là que se fait, vous savez, l'essentiel de l'ajustement, puisque le potassium est pratiquement intégralement réabsorbé avant le collecteur, cette sortie de potassium urinaire va dépendre de l'excrétion ici donc de potassium au niveau du canal collecteur cortical. Alors, les deux premiers déterminants de cette excrétion distale de potassium, c'est le débit de filtration glomérulaire et le flux tubulaire distal en cas d'hypovolémie. En cas de diminution du débit de filtration glomérulaire et ou de diminution du flux tubulaire distal dans une insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, eh bien, vous avez moins de sodium délivré au niveau donc, du collecteur. Et s'il y a moins de sodium délivré à cet endroit-là, ben, il y a moins de sodium qui peut être réabsorbé par le canal sodé épithélial, INAC, et donc ben, vous avez moins de capacité à échanger du potassium par les deux échangeurs principaux, ROMK et Big Potassium Channel, BK. Donc, ben voilà, vous allez avoir moins de capacité, dans ces deux cas, à excréter du potassium. Le troisième déterminant, c'est la quantité de sodium délivrée au collecteur, qui peut être limitée cette fois-ci par une réabsorption au niveau du tube contourné distal, du segment cortical de dilution, au niveau du cotransporteur sodium-chlore, hein, qui est le site d'action des thiazides, comme vous le savez. Parce que ce cotransporteur sodium-chlore peut être activé alors, en situation néphrologique, le plus fréquemment, bah, c'est avec des anticalcineries, hein, qui sont des très bons activateurs du cotransporteur sodium-chlore, et puis beaucoup plus rarement, le pseudo-hypoaldostéronisme type 2 de le Gordon, qui est une mutation activatrice du cotransporteur sodium-chlore. Le quatrième pilier, c'est ce qui agit maintenant sur INAC, sur le canal sodé-épithélial, et d'abord l'inhibition directe du canal sodé-épithélial. Par, bien sûr, vous le savez, les deux diurétiques épargnant le potassium qui n'agissent pas sur l'aldostérone, mais directement sur INAC, essentiellement l'amyloride, mais aussi, il ne faut pas oublier le trimétoprine. Alors là, c'est quand même le Bactrim, c'est quand même un antibiotique qui est beaucoup utilisé en néphrologie, et il faut savoir que ça produit de très très belles hyperkaliémies. La pentamidine, sur des protocoles d'anesthésie, c'est plus rare. Et puis le pseudo-hypoaldosteronisme type 1, une mutation inactivatrice de INAC, c'est une rareté. Donc chez nous, ça va être essentiellement amyloride et Bactrim, qui va donc inhiber INAC. Et si on réabsorbe moins de sodium par INAC, bah, on a moins la capacité, bien sûr, d'excréter du potassium. Ça produit de l'hyperkaliémie. Ensuite, on peut agir directement sur la synthèse d'aldostérone en cas d'insuffisance surrénale, de diabète, vous savez, où il y a un profil hormonal particulier d'hyporéninisme, hypoaldostéronisme, bien sûr avec les IECRA2, mais aussi avec les AINS, qui sont des antirénines, les bêta-bloquants, qui sont aussi des antirénines, et l'héparine, pour la même raison. Et enfin, tout ce qui va empêcher la fixation de l'aldostérone sur le récepteur aux minérocorticoïdes, hein, les antagonistes des récepteurs des minérocorticoïdes, des antialdostérones, plus couramment, donc la spiro et l'éplérénone en France, on n'a pas la finérénone, mais je pense que comme beaucoup de néphrologues commencent à le faire, on est en train finalement de commencer à
prescrire des anti-aldostérone en pariant que c'est un effet classe, l'effet néphroprotecteur de la finérénone dans la néphropathie diabétique. Et puis, plus rarement, des mutations inactivatrices du récepteur des myélocorticoïdes, le pseudohypoaldostéronisme de type 1, c'est quand même une rareté. Ensuite, le cinquième pilier, c'est les acidoses aiguës. Si vous avez une acidose aiguë, eh bien, finalement, à cet endroit-là, vous avez privilégié au niveau du collecteur l'excrétion d'H+, et si H+, commence à tamponner le gradient électrochimique, ben, vous avez moins de capacité à excréter du K+, parce que vous avez privilégié un échange contre du H+, plutôt que du K+. Et enfin, le dernier pilier, c'est quand vous avez une hypercalémie, par contre, ça va dans l'autre sens, ça va favoriser, ça augmente le gradient, donc ça va favoriser l'expression urinaire de potassium. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Sinon, à chaque fois que le malade aurait une hypercalémie, tout serait résolu simplement parce que par le fait qu'il pourrait pisser plus de potassium. Bien sûr, ce système est très, très rarement pris en défaut. Donc, en conclusion de ce chapitre de physiopathologie, il faut assurer un prélèvement laboratoire sans serrer le poing, mais avec un garrot, pour justement ne pas être obligé de serrer le poing. Il faut favoriser des régimes, attention aux aliments transformés qu'il faut réduire plus que réduire les fruits et légumes qui sont bons pour la santé. Bien sûr, il faut proscrire des sels de régime et globalement pratiquement tous les compléments alimentaires qui sont très riches en potassium. Donc moi, je vous conseille un truc très simple. Les malades viennent vous voir souvent en consultation en disant est-ce que je peux prendre ce complément alimentaire? Au lieu de vous embêter à regarder la composition, vous dites non, non et non, parce que à 99%, tous ces compléments alimentaires, c'est des racines de saloperie qui en fait sont des préparations extrêmement riches en potassium. La balance donc interne avec ce transfert de potassium intracellulaire qui va être limité par les bêta-bloquants l'acidose, les digitaliques, je n'en ai pas parlé, vous le savez, et puis certains profils, certains médicaments anesthésiants. Et enfin, l'expression de potassium distal au niveau du tube collecteur, qui peut être limitée par une diminution très importante du débit de filtration glomérulaire, finalement jusqu'à 20 DFG s'il n'y avait pas les IEC, les ARA2, les autres choses qui inhibent l'expression de potassium, tout irait relativement bien. Il faut vraiment une baisse très importante du DFG s'il n'y a que ça pour produire une hypercalémie. Les diminutions de flux tubulaire distal en situation d'hypovolémie, une réabsorption accrue de sodium au niveau du cotransporteur sodium-chlore avec les anticalcinurines, les inhibitions directes de INAC, surtout avec l'amiloride et le trimétoprime, le Bactrim, une diminution de synthèse de l'aldostérone avec l'insuffisance surrénale, le diabète, les IEC, les ARA2, les INS, les parines et les bêta-bloquants, ou un antagoniste des récepteurs des myélocorticoïdes, un anti-aldostérone, la spiro et les plérénones, et enfin une acidose aiguë. Alors finalement, dans les études observationnelles, on ne fait que confirmer la physiologie. Hein. Quand on regarde dans une analyse multivariée, qu'est-ce qui est associé à une hypercalémie, on voit essentiellement une association négative avec le DFG. Plus le DFG baisse, plus la calémie augmente. Et puis, à l'inverse, avec l'âge, donc même quand on corrige pour le DFG, une difficulté à excréter du potassium, les diabétiques, bien sûr, les hémodialysés, parce qu'ils ont une centrale terminale, voilà, et puis bien sûr l'utilisation de bloqueurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Il y a pourtant pour nous et pour nos collègues cardiologues un enjeu majeur du maintien des bloqueurs du système rénine-angiotensine qui sont les principaux pourvoyeurs, vous l'avez vu, en situation clinique quotidienne d'hypercalémie. Alors ça, c'est une étude typique, hein, une très belle étude sur une grosse cohorte de santé américaine, étude observationnelle avec score de propension. Ça, c'est ça le vrai score de propension, c'est-à-dire que vous partez d'une très très grande population, plus de, vous voyez, 160 000 patients qui ont un DFG qui baisse en dessous de 30, et certains vont arrêter et d'autres vont continuer les IEC, les ARA2. C'est ça la question posée par cette étude observationnelle. Voilà, là il y a les malades qui ont le DFG qui vont baisser en dessous de 30, certains vont arrêter, d'autres vont continuer les IEC ARA2. Alors, bien sûr, si vous faites une simple étude observationnelle, elle est totalement biaisée, parce qu'on va forcément arrêter les IEC ARA2 chez les malades les plus fragiles, parce que les néphrologues, les cardiologues ne sont pas des cinglés, et ils vont vraiment avoir peur, surtout chez les malades fragiles. Donc, il faut vraiment corriger sur toutes les variables confondantes, et c'est ce qui est fait dans cette très belle étude. Vous voyez, on parle de 162 000 malades. À gauche, on va regarder la survie. À droite, on va regarder les événements cardiovasculaires majeurs. Et au bout du compte, après une analyse sur plus de 400 critères, vous voyez, regardez tout à fait en bas à gauche, on ne compare que 1205 paires de jumeaux. On est parti de 162 000 malades et au bout du compte, l'étude porte sur
2400 malades. Parce qu'on a tellement, tellement ajusté qu'on n'avait que 1205 paires de jumeaux. Mais 1205 patients dans chaque groupe, ça vaut des études randomisées publiées dans New England. Et c'est pour ça que nos tutelles maintenant considèrent que ça, c'est du très haut niveau de preuve, quasiment équivalent à une étude randomisée. Et peut-être où les malades sont même encore plus comparables que dans une étude randomisée, parce qu'il peut y avoir des biais de randomisation dans certaines études randomisées, alors que là, on essaie de corriger sur tous les biais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, si vous avez eu le malheur d'arrêter votre ECRA2 parce que vous aviez peur, parce que le DVG baissait en dessous de 30, et ben vous avez 39% de mortalité en plus et 37% d'événements cardiovasculaires majeurs en plus. Et pourtant bah, on avait intérêt à arrêter les IEC, au moins pour éviter l'hypercalémie. Effectivement, bah, c'est une lapalissade. Si on a arrêté les IECRA2, on va faire moins d'hypercalémie. Donc, je suis en train de vous dire qu'il vaut mieux continuer les IECRA2 pour protéger au moins le cœur et la mortalité, au prix d'une hypercalémie qu'il va falloir gérer. Par contre, il n'y avait pas moins d'insuffisance rénale aiguë. Le fait d'avoir arrêté les IEC ne protégeait pas de l'insuffisance rénale aiguë. Ça protégeait de l'hypercalémie, par contre. Maintenant, pour nous néphrologues, quand le DG baisse en dessous de 30, est-ce que pour le rein, c'est pertinent de continuer les IECRA2? Ça, c'est un débat qui a persisté jusqu'à très récemment dans la littérature, parce que c'est un New England très récent qui date de moins de 4 ans. Parce que dans les études randomisées de néphroprotection, les malades sont traités 3-4 ans jusqu'au stade de la dialyse, mais on n'est jamais sûr que le fait d'avoir continué au-delà de 30, c'était bénéfique pour ce sous-groupe qui baissait son DFG en dessous de 30. Donc, étude randomisée ici, donc 400 malades qui ont le DFG qui baisse en dessous de 30. On va tirer au sort ceux qui vont continuer, ceux qui vont arrêter les IECRA2. Le critère principal, c'est l'évolution du DFG. Et vous voyez que finalement, la courbe la meilleure, c'est ceux qui ont continué. Alors, ce n'est pas statistiquement significatif, hein, mais en tout cas, il n'y a aucune tendance défavorable à continuer les IEC pour ce qui est de l'évolution du DFG. Et le critère secondaire principal, c'est celui qui nous intéresse, c'est la mort rénale. Dialyse, transplantation ou, on dirait plutôt en France, donc soins conservateurs. Et là, vous voyez que l'intervalle de confiance à 95% est à deux doigts d'être significatif, hein, ça touche tout juste 1. Il y aurait eu quelques dizaines de malades de plus et on montrait que si on arrêtait les IECRA2, on avait plus d'insuffisance rénale terminale. Hein, c'est à la limite de la signification. Donc, les conclusions de cette étude, c'est de dire, non, il n'y a vraiment aucun intérêt à arrêter les IEC ARA2 quand le DG baisse en dessous de 30 et peut-être même un effet maléfique sur l'évolution de la fonction rénale. Donc, ni pour le cœur, ni pour le rein, il faudra arrêter vos IEC ARA2 quand le DG baisse en dessous de 30. Alors ça, en plus, quand on regarde les effets indésirables, à avoir arrêté ou pas, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Alors maintenant, quand même, les anti-aldo. Parce que quand le DFG baisse en dessous de 30, là, les anti-aldo, ça fait peur. Et là, on se dit, ah, oulala, si on a IEC plus anti-aldo, si on a des anti-aldo, généralement, on a en plus un IEC. Là, c'est chercher des coups en termes d'hyperkélémie. Comment ça se passe, en fait? Alors, ça, c'est une méta-analyse de deux grandes études randomisées, Rales avec la Spiro et Emphasis avec l'éplérenone, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Donc, FEVG inférieur à 40%. Sur le critère principal de l'étude, mort cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et donc, qu'est-ce que fait cette étude? Elle regarde les malades qui ont baissé ou pas leur DFG en dessous de 30 et les patients qui ont ou pas arrêté les IEC ARA2, enfin donc les patients qui étaient sous sous anti-aldostérone versus placebo dans les deux sous-groupes. Alors, premièrement, premier enseignement, quand vous regardez ce critère principal, mort cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, eh bien, ce n'est pas une bonne nouvelle dans le groupe placebo quand le DFG baisse en dessous de 30. Hein. Le fait d'avoir le DFG qui baisse en dessous de 30, retenez bien ça, un DFG bas, c'est le principal facteur de risque de mort cardiovasculaire ou d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Là, on est dans les deux groupes placebo. Okay. Maintenant, vous voyez que quand on le compare au groupe anti-aldo, c'est numériquement exactement le même bénéfice des anti-aldo, que votre DFG soit devenu en dessous de 30 ou que le DFG soit resté au-dessus de 30. Donc, la conclusion claire de cette étude, c'est de dire on débute un double blocage IEC anti-aldo pour une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite,
Et c'est pas parce que le DFG baisse en dessous de 30 qu'il faut arrêter les anti-LDO, il faut vraiment les continuer jusqu'au stade de la dialyse. Alors, par contre, bah, il y a des effets indésirables à continuer les anti-ALDO. Alors là, vous voyez que dans cette étude, quand le DFG reste au-dessus de 30, hein, le DFG qui est préservé au-dessus de 30, déjà, les anti-ALDO par rapport au placebo, c'est 2 fois plus d'hypercalémie supérieure à 5,5, vous voyez, et un petit peu plus d'hypotension. Mais dans le sous-groupe des patients qui ont le DFG qui baisse en dessous de 30, vous voyez que là, quand vous comparez les anti-aldo au placebo, c'est 5 à 6 fois plus d'hyperkélémie, beaucoup plus d'hyperkélémie. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pas du tout plus d'hypotension artérielle. En fait, quand le DFG baisse en dessous de 30, l'effet natriurétique des anti-aldostérone devient futile et l'effet sur la tension artérielle, ça ne provoque plus d'hypotension, ça ne provoque plus de déshydratation et d'hypotension. Donc, il y a un problème, effectivement, à continuer les anti-aldo quand le DFG baisse en dessous de 30, euh, parce que ça va faire des hypercalémies, mais il ne faut pas les arrêter. Il faut donc là aussi gérer ces accidents d'hypercalémie éventuels. Alors quand même, maintenant, bah, vous avez écouté le professeur Reynaud, vous avez continué les anti-aldo, et boum, bah, vous avez quand même votre hypercalémie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quand même, quand sous anti-aldo, on commence à faire des hypercalémies, il faut vraiment continuer les anti-aldo? Eh bien, pareil, score de proportion, sur un critère, cette fois-ci sur 2 ans, combiné mort, AVC, infarctus ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque, ben, si vous avez eu la mauvaise idée d'arrêter, et surtout de ne pas reprendre les anti-aldo après l'hypercalémie, c'est 10% d'événements en plus sur les 2 ans de suivi après dans cette étude. Donc, il ne faut pas arrêter les anti-aldo, même pour une hypercalémie, ou éventuellement transitoirement, mais on pourra en discuter, mais en tout cas, il faudra le reprendre. Ça, c'est une méta-analyse très intéressante qui regarde le bénéfice cardiovasculaire des anti-aldo en fonction d'un forest plot de différents sous-groupes. Et en particulier, on va voir ici de la kaliémie. Hein. Alors, à gauche, vous avez les 2 études principales dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, hein, à FFPG inférieur à 40%, dont on a déjà parlé, RALES avec la Spiro, Emphasis avec les Plérénones, et à droite, dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc supérieure à 40%, TOP4 avec la Spiro et FINARS avec la Finérénone. Et bien, d'abord à gauche, regardez donc l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Globalement, dans tous les sous-groupes, bah, les anti-aldo, ça protège du risque euh, principal d'étude, mort cardiovasculaire ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Donc ça marche dans tous les sous-groupes. Et même dans le sous-groupe de kaliémie, au-dessus et en dessous de la médiane de la kaliémie pendant l'étude, alors là, je ne vous parle pas d'hypercalémie ni d'hypocalémie. Je vous parle simplement d'une population d'études où on a séparé les malades en fonction de la médiane de la kaliémie observée au cours de l'étude, et on compare les malades qui sont au-dessus de la médiane aux gens qui sont en dessous de cette médiane. Et bien, que les malades sous traitement aient des kaliémies un peu hautes ou un peu plus basses, c'est pareil. Et c'est la même protection avec des anti-aldos dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Mais dans la préservée, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est dans la préservée, là, c'est pas pareil. Ça veut dire que si vous avez la malchance d'avoir une kaliémie au-dessus de la médiane, eh bien, le P d'interaction est significatif. Ça veut dire que ben, quand vous avez une kaliémie au-dessus de la médiane, ça n'est plus protecteur. Il semble qu'il y a un sujet particulier à particulièrement bien contrôler la kaliémie de nos patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, ce qui est d'ailleurs l'essentiel des patients malades rénaux chroniques. Alors maintenant, ben quoi de neuf finalement aujourd'hui pour traiter cette hypercalémie, puisque je vous ai bassiné tout le début à vous dire que tous nos malades finiraient un jour en hypercalémie, surtout si le DFG baisse, et qu'il fallait gérer cette hypercalémie, ne pas arrêter les IEC, ARA2, anti-aldostérone. En tout cas, pas avant la dialyse. Ça, c'est les CADIGO. C'est voilà, une simplification, un résumé de toutes les CADIGO sur la gestion de la maladie rénale chronique. Alors, première chose, les CADIGO sont un petit peu conservateurs et nous disent qu'il faut faire quelque chose quand la clémie augmente au-dessus de 5,5. Je ne suis pas loin de penser qu'un certain nombre des personnes de ces recos ont encore l'idée polluée que la kaliémie modérément élevée entre 5 et 5,5, c'est pas grave, c'est bien toléré par nos malades chroniques, ce qui est une connerie énorme, je viens de vous le montrer. Et ce qui est très étonnant, c'est que le graphe que je vous ai montré est tiré directement des CADIGO et que les experts n'ont pas interprété l'étude comme il faut, quoi. Alors, les cardiologues, et ça me gêne un peu de le dire, ont été plus intelligents que nous.
et il considère les recommandations de l'ESC, recommandation européenne, la Société de cardiologie, et de toutes les sociétés d'insuffisance cardiologie européennes, disent 2 kaliémies au-dessus de 5, déclencher un traitement. Voilà, à mon avis, c'est beaucoup plus intelligent. Alors, pourquoi nos malades font de l'hyperkémie? Bon, on l'a vu, hein, parce que pour de l'insuffisance cardiaque et ou rénale, ils ont des cocktails explosifs, hein, IECRA2, souvent des anti-aldo, souvent des bêta-bloquants. Tout ça, c'est hypercalémiant. Et il n'y a que les inhibiteurs du HLT2 qui sont un petit peu hypokaliémiants, comme tous les natriurétiques agissant en amont du collecteur. On va revenir sur cette notion. La première étape des CADIGO, on vous dit, bah, faites attention, est-ce qu'il n'y a pas un autre médicament hypercalémiant dont on pourrait se passer? Alors, c'est bien sûr, hein, on l'a dit, hein, les ENS et le Bactrim. Ça, vraiment, à proscrire formellement chez nos malades à très haut risque d'hypercalémie. Et puis, l'enquête diététique, mais pas pour supprimer les fruits et les légumes, pour supprimer surtout, on l'a vu, les aliments transformés et les apports en protéines importants. La première étape de la prise en charge thérapeutique, c'est contrôler une congestion résiduelle. Et là, finalement, tous les natriurétiques agissant en amont du collecteur vont délivrer un peu plus de sodium, comme je vous l'ai expliqué en physio, au niveau du collecteur et vont stimuler la réabsorption de sodium au niveau de INAC et donc l'excrétion distale de potassium. Et donc, ça marche avec tout. Si vous êtes hyper tendu et que vous avez envie de mettre un thiazide, ça va marcher. Si vous êtes très congestif, il faut vraiment du furon, ça va marcher. Mais si vous avez une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite ou modérément réduite, FEVG entre 40 et 50, ben vous avez intérêt à faire un switch sacubitril/valsartan plutôt que le monoblocage IECRA2, puisque ça va avoir un effet bénéfique sur la calémie. Ça, c'est une méta-analyse qui montre très clairement qu'avec les inhibiteurs de la GLT2, hein, globalement, ça fait baisser la calémie, hein, ça diminue le risque d'hypercalémie, bien sûr, c'est un natriurétique proximal. Mais avec le sacubitril/valsartan, on a le même genre d'étude. Quand on compare sacubitril/valsartan à monoblocage issu par un IEC, mais ce serait pareil avec un Zartan, eh bien, le sacubitril, par l'accumulation des facteurs natriurétiques auriculaires, des BNP, va favoriser une natriurèse essentiellement en amont du collecteur. Donc, ça va favoriser l'excrétion distale de potassium. Il y aura moins d'hypercalémie. Tous les diurétiques marchent, sauf les diurétiques distaux, bien sûr. Donc, une fois que vous avez géré cette congestion résiduelle, et j'insiste sur cette étape, hein, donc, il faudra savoir céder d'un NT-proBNP chez nos malades. C'est très intéressant d'avoir le NT-proBNP un petit peu de base, à état d'hydratation idéal, hein, pour gérer tous nos problèmes de syndrome cardio-rénaux, pouvoir se référer à un taux de NT-proBNP idéal qui est forcément élevé chez nos malades, puisque c'est un peptide qui s'accumule dans l'insuffisance rénale, qui augmente dans la fibrillation atriale aussi, qui est très fréquente chez nos malades rénaux chroniques. Donc bref, il y a toutes les raisons du monde pour que le malade soit bien avec un NT-proBNP plus élevé que la normale. Parfois, son NT-proBNP, suivant son niveau de fonction rénale, son âge et l'existence d'une fibrillation atriale ou pas, et d'une obésité ou pas, ça joue aussi, va être peut-être idéalement, il est bien à 2500 ou 2000 de NT-proBNP. Mais enfin, il sera rarement bien à plus de 4000, donc il faut contrôler la congestion résiduelle. Ensuite, le CADIGO vous dit, est-ce que votre malade reste acide? Parce que là, il faut donner, nous en France, du bicafrèse maintenant, du bicarbonate de sodium, pour compenser cette acidose. Et enfin, après tout ça, si le malade reste hypercalémique, eh bien, et c'est là qu'arrivent les chélateurs du potassium. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chélateur du potassium? Alors d'abord, on a le ZS, hein, le zirconium sodique, que je compare ici au polystyrène sulfonate de sodium, c'est notre cake salade, parce que ces deux médicaments échangent du potassium contre du sodium. Alors, c'est quoi la différence entre le ZS et le cake salade? Alors, la différence principale, vous voyez, c'est la troisième ligne en partant du bas, c'est que ça n'est pas une résine. Hein, le ZS n'est pas une résine. Et c'est le seul chélateur de potassium qui n'est pas une résine. On va revenir là-dessus, ça explique la rapidité d'action, la tolérance, voilà, ça explique beaucoup de choses. Ensuite, le ZS, c'est plus spécifique que le KX-salate parce que ça fixe que le potassium et donc ça fixe pas le magnésium. Donc, il n'y a pas de risque d'hypomagnésémie. C'est pas une résine, ça agit très vite dès le petit intestin, très rapidement. Dès 1 heure, on a une baisse significative de calémie. On va voir que la calémie peut être corrigée extrêmement rapidement. Ensuite, quand on compare, ça échange contre du sodium, le contenu en sodium de ZS, eh bien, on peut dire que le sachet de 5 grammes, on va le voir hein, dans les études, c'est à peu près équivalent à une mesure de KXA. Et ça apporte 4 fois moins environ de sodium. Donc voilà, il faut avoir cette notion.
Ça apporte du sodium, mais ça apporte 4 fois moins de sodium que le KXL. Donc le sachet de 10 grammes sera plutôt équivalent à 2 mesures de KXL. Et enfin, il n'y a pas de précaution de stockage. On va reparler des précautions de stockage pour certaines résines. Le deuxième nouveau venu, c'est le pathyromère. Et là, il se compare au résicali, au polystyrène sulfonate de calcium, notre vieux résicali. Alors, c'est quoi la différence entre le pathyromère et le résicali? En fait, il n'y a pas tellement de différence parce que ce sont deux résines, hein. Il n'y a aucune innovation de ce point de vue-là. Ce sont deux résines. L'avantage du pathyromère, c'est que c'est une résine qui a bon goût. Voilà. Elle a un bon goût. Ils ont réussi à développer une résine qui a un goût assez neutre. Et les malades trouvent qu'il a un goût neutre et que ça a bien meilleur goût que le cake salade et que le résicali. Donc c'est ça finalement la seule vraie différence avec le résicali. Par contre, malheureusement, le pâtyromère, c'est moins spécifique que le résicali parce que ça a le malheur de fixer aussi du magnésium. Et on va voir qu'il y a un problème d'hypomagnésémie qui est clairement décrit et qui est un warning important pour ce traitement. Sinon, c'est pareil, ça agit dans le gros intestin, ça agit lentement, on va voir. Ça contient à peu près, même un peu plus de calcium, mais bon, c'est à peu près pareil. Et puis, ça doit être aussi conservé dans vos pharmacies, réfrigéré, parce que, comme le Résicali, bah, ces résines sont toutes un peu instables si la température augmente. Donc, c'est un peu pénible pour vos pharmacies. Alors, l'étude de pivot, hein, d'efficacité du pâtyromère, c'est l'étude OPAL. C'est une étude à peu plus de 200 malades rénaux chroniques stade 3-4 sous bloqueur du SRA et sous ISRA. Et il y a d'abord une période en ouvert de 4 semaines. 4 semaines en ouvert avec du pâtyromère, hein. Et puis au bout de 4 semaines, si la calémie est contrôlée, c'est la BC en dessous de 5, eh bien les malades sont randomisés pour soit continuer le pâtyromère, soit l'arrêter. Et c'est là que débute l'étude en double aveugle. Alors, premier enseignement de cette étude, c'est qu'au bout de 4 semaines, il y a encore 24% des malades qui n'ont pas baissé leur calémie en dessous de 5 et qui doivent être exclus de la partie randomisée de l'étude parce que c'est inefficace. Hein, comme toutes les résines, on sait que ce n'est pas limité en termes d'efficacité. Et deuxième enseignement, si vous voyez la cinétique de baisse de la calémie, alors regardez simplement la courbe rouge qui est la moyenne de l'ensemble de la population. Les deux pointillés, c'est au-dessus et en dessous de la médiane de la calémie à l'inclusion, on s'en fout. Regardez la courbe rouge qui est la moyenne de toute la population. Vous voyez qu'à J3, hein, la moyenne de la calémie est encore à peu près à 5,2. Elle est largement au-dessus de 5. Ça veut dire qu'il faudra plus de 3 jours pour que la moyenne de la kaliémie dans cette population baisse en dessous de 5, plus de 3 jours. Là où vous vous souvenez que tout à l'heure, bah, voilà, c'est pas pareil. Alors pour le ZF, justement, l'efficacité, l'étude Harmonize, toujours pareil, 200 malades rénaux chroniques. Et ce qui est original avec le ZS, c'est que on peut faire une phase d'attaque de 48 heures avec 3 sachets à 10 grammes. Et là, vous voyez, la cinétique de calémie, ça n'a vraiment rien à voir. Vous voyez ici que la médiane de correction de la calémie pour que la moitié des gens aient baissé leur calémie en dessous de 5, c'est 2,2 heures. Hein. Et puis, au bout de 48 heures, 98% des gens sont corrigés. Il y a 2% d'échecs à J2 versus 24% d'échecs, vous vous souvenez tout à l'heure, à 4 semaines avec la résine, avec le pâtyromère. Donc, c'est une cinétique qui a strictement rien à voir. Maintenant, en termes de tolérance, d'effets indésirables, comme toutes les résines, hein, on connaît les problèmes digestifs. Alors, ici, c'est la période ouverte avec le pâtyromère. Et vous pouvez additionner donc 11% de constipation, 3% de diarrhée, 3% de nausée, 17% de troubles digestifs en ouvert. Et après, les répondeurs, vous vous souvenez, rentraient dans une phase en double aveugle, et avec les critères de définition, le seuil de définition des troubles digestifs dans l'étude, vous voyez que dans le groupe placebo, il y a zéro constipation, zéro diarrhée, zéro nausée, hein, parce qu'on rapportait que les troubles digestifs vraiment très sévères. Et ici, sous pâtyromère, 4 plus 4 plus 4, 12% de troubles digestifs sévères avec le pâtyromère. C'est ce qui est attendu, on va le voir, avec n'importe quelle résine, en fait, hein, qui gonfle dans le ventre et qui tord les boyaux, c'est normal. Comparativement, le ZS, je vous dis que ce n'était pas une résine, eh bien, vous voyez que dans les deux études randomisées en double aveugle, on est toujours en double aveugle, bien sûr, pour les effets indésirables, pour les effets secondaires, il faut toujours être en double aveugle. Vous voyez que numériquement, en pourcentage, vous voyez, entre parenthèses, c'est les pourcentages de troubles digestifs, vous voyez que les pourcentages de troubles digestifs, avec les deux doses d'entretien, ZS 1 sachet à 5 grammes ou ZS 1 sachet à 10 grammes,
ben, vous voyez que numériquement, ben, c'est pareil, hein, il n'y en a pas plus, il y a même un peu moins. Enfin, ça n'a pas de sens de dire que c'est mieux toléré que le placebo. C'est pas plus mal toléré que le placebo. Donc, on est ici, je vous rappelle, en double aveugle. Ça ne peut pas donner de troubles digestifs. Ça n'est pas une résine, c'est une structure microcristalline totalement inerte qui n'a aucun retentissement sur les boyaux. Et donc, il n'y a pas besoin de mettre en excipient du sorbitol pour faire passer le ciment que constituent ces résines. Donc, et ce n'est pas une résine, donc c'est parfaitement toléré sur le plan digestif. Par contre, vous vous souvenez que ça apporte un peu de sel. Et donc, dans l'étude pivot avec le ZS, après les 48 heures, je vous ai montré la correction très rapide de l'achémie en 48 heures, les patients étaient randomisés pour recevoir un sachet à 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes ou du placebo. 4 groupes en parallèle, suivis donc en double aveugle pendant un mois. Et là, quand vous regardez l'incidence des œdèmes, vous voyez que le sachet à 5 grammes, il n'y a pas plus d'œdème que le placebo, mais par contre, le sachet à 10 grammes, il y a 2 fois plus d'œdème que le placebo, c'est normal, on apporte un petit peu de sel. Et le sachet à 15 grammes, finalement, n'a pas été commercialisé parce que le bénéfice du 15 grammes en termes d'efficacité n'est pas tellement plus important que 10 grammes. Et là, par contre, on commence à avoir un peu plus d'œdème. Souvenez-vous pourtant que le ZS apporte à dose équivalente 4 fois moins de sel que le KX-salate. Sauf qu'on n'a jamais recherché des œdèmes sous KX-salate, on ne trouve que ce qu'on cherche, bien sûr. Alors, il y a cette étude dont il faut que je vous parle maintenant parce que c'est une étude dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, hein, la FEVG inférieure à 40%, des patients chez qui on va, qui sont tous sous IEC ou ARA2, hein, monoblocage, et chez qui on veut rajouter bien sûr un anti-aldostérone pour être conforme aux recommandations internationales, et on va randomiser soit de rajouter la spironolactone avec du ZS ou la spironolactone avec un placebo pour voir si le ZS aide à maintenir les malades sous spironolactone en restant normocalémiques. Et donc, voilà le critère principal de l'étude. Eh bien, oui, l'étude est clairement positive. Grâce au ZS, hein, par rapport au placebo, on maintient beaucoup plus les malades normocalémiques et avec une dose d'anti-aldo suffisante et sans traitement de sauvetage pour une hypercalémie aiguë. Donc, on a atteint le critère principal de l'étude. Mais le souci dont je vous parlais dans cette étude, c'est que vous voyez que numériquement, quand vous comparez dans les effets indésirables le ZS avec le placebo, eh bien, vous avez plus de poussées de congestion cardiaque et plus d'œdème, numériquement plus. Alors, le problème, c'est que c'était une petite étude, hein, malgré tout, 100 malades versus 100 malades, hein, c'est pas les études de cardioprotection, c'était pas du tout une étude qui avait la taille pour évaluer des événements cardiovasculaires discrets. On regardait pas ça, on regardait, comme on l'avait vu, la possibilité de maintenir la spironolactone. Et malheureusement, la randomisation était déséquilibrée. Sur des petites populations, ça peut arriver. Vous voyez que dans le groupe ZS, malheureusement, les malades étaient beaucoup plus congestifs, hein. Vous aviez 29% des patients qui avaient un NT-proBNP supérieur à 4000. Souvenez-vous ce que je vous dis au début, nos malades ne peuvent pas être bien avec un NT-proBNP à 4000, c'est qu'ils sont congestifs. Donc ça veut dire que dans cette étude, il y a du mésusage de chélateurs de potassium. Il aurait fallu contrôler la congestion avant de traiter ces malades et malheureusement, la randomisation était déséquilibrée avec plus donc, de patients congestifs dans le groupe ZS. Et en plus, et ça nous parle pour nous néphrologues, dans le groupe ZS, malheureusement, le DFG estimé était 12 points plus bas que dans le groupe placebo. Et je vous ai dit tout à l'heure, souvenez-vous que le principal prédicteur de la mort cardiovasculaire et des poussées de congestion, c'est le DFG. Si vous avez 12 points de DFG, c'est normal d'avoir plus de morts et de poussées de congestion. Donc voilà, malheureusement, une étude qui est biaisée par une randomisation déséquilibrée qui nous explique parfaitement ces voilà, 8 malades, 8 poussées de congestion supplémentaires dans le bras ZS par rapport au placebo. Alors voilà la synthèse de la comparaison ZS-Pathy-Romer. Avec le ZS, la possibilité, si vous le souhaitez, hein, d'avoir un traitement d'attaque à dose plus importante, 3 sachets à 10 grammes pendant un maximum de 48 heures, puis un entretien avec un sachet à 5 ou un sachet à 10 grammes, versus une titration progressive avec le Pathy-Romer. Un délai d'action beaucoup plus rapide pour le ZS, avec donc une baisse de calémie qui est statistiquement significative dès la première heure, mais souvenez-vous qu'en fait, la médiane de correction est de 2,2 heures, là où pour le Pathy-Romer, la moyenne de la calémie ne va baisser en dessous de 5 qu'au bout de 3 jours. Hein, si on peut commencer
à percevoir une petite baisse de kaliémie à 7 heures, on reste au-dessus de 5 millimoles, on arrive en dessous de 5 millimoles qu'au bout de plus de 3 jours. Pour les troubles intestinaux, donc les troubles intestinaux du ZS, c'est comparable au placebo, les troubles intestinaux du Patyromère, c'est comparable au KX-SALA. Et ça, c'est le plan de gestion de risque européen. Vous savez que pour tous les nouveaux médicaments, l'Europe impose un plan de surveillance de gestion de risque. Alors, pour les risques identifiés importants, déjà identifiés, déjà certains, parfaitement codifiés, connus. Aucun pour le ZS et des risques d'hypomagnésémie cliniquement significatifs pour le pâtiromère. Vous souvenez que le pâtiromère, malheureusement, est moins spécifique que le résicali, puisqu'il chélate du magnésium. Et l'hypomagnésémie, c'est très emmerdant parce que ça favorise, vous le savez, des troubles de rythme cardiaque. Les risques potentiels, mais importants, mais potentiels, dont on ne connaît pas encore la fréquence, la relation de cause à effet, etc. Hein, au moins, on ne connaît pas la fréquence. Et le poussée de congestion cardiaque avec le ZS, pour les raisons que je vous ai dit, si vous avez un malade avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, qui est encore congestif et que vous faites du mésusage, c'est-à-dire que vous ne suivez pas les recommandations Cadigo, vous ne commencez pas par contrôler la congestion et que vous mettez du ZS, bah ça s'appelle chercher des coups et vous méritez à ce moment-là de faire votre poussée de congestion. Mais c'est un peu bêta. Alors par contre, il y a deux risques pour le pâtiromère, c'est le risque d'hypercalcémie. Très important, dans toutes les études qui ont testé le pâtiromère, les malades qui prenaient des sels de calcium ont été exclus. Donc c'est dans les RCP, il ne faut pas prescrire en même temps un sel de calcium. Et ensuite, un risque augmenté de perforation intestinale, comme avec toutes les résines, et il y a déjà plusieurs cas, bien sûr, dans la pharmacovigilance de nécrose intestinale et d'ischémie entérique sévère. Pour les données manquantes dans le dossier, aucune pour ZS et pas assez de données avec le pâtiromère chez les femmes enceintes ou allaitantes et en pédiatrie. Alors, je termine avec un petit mot rapide sur la dialyse parce que c'est un sujet important, la dialyse et l'hyperkéliémie. Ça, c'est une étude observationnelle qui regarde les arythmies cliniquement significatives en hémodialyse au cours de la semaine. Et vous le savez bien, regardez ces histogrammes, bah, les pics, c'est en fin d'intervalle de dialyse, surtout en fin d'intervalle long de dialyse, tout à fait à droite de cette diapo. Voilà, c'est là voilà, le plus de soucis. Mais finalement, le pire du pire du pire, c'est le tout premier histogramme. C'est la période intradialytique pendant la première séance de dialyse de la semaine, après l'intervalle long. Et ça vous dit quelque chose sur le fait que bah, probablement ces malades qui arrivent avec des kaliémies très élevées et qui ont un gradient de kaliémie à la baisse rapide pendant la première séance de la semaine, c'est pas une très bonne idée. Et on va revenir sur ce concept un peu plus tard. Alors, on a plusieurs études voilà, pour à la fois l'efficacité contre placebo et contre KXLAT. Je commence avec le pâtiromère contre placebo en hémodialyse. Alors, c'est une toute petite étude, hein, 15 malades versus 16 malades, et numériquement, avec le pâtiromère, un petit peu moins d'hyperkélémie, mais aucun impact sur les TV non soutenus, les fibrillations atriales, donc aucun impact sur les troubles du rythme ventriculaire ou auriculaire avec le pâtiromère, hein, aucun bénéfice. Pour le ZS, l'étude d'efficacité est un peu plus importante parce que maintenant on a une centaine de malades dans chaque bras. Et pour faire rapide, vous voyez, on mesure la kaliémie en fin d'intervalle long de dialyse, hein, juste avant la première séance de dialyse de la semaine. L'objectif est de baisser en dessous de 5. Et vous voyez qu'avec le ZS, bah, on s'approche de cette zone idéale de kaliémie à 5 en pré-dialyse, en fin d'intervalle long de dialyse à la fin du week-end, alors qu'avec le placebo, bon, bien sûr, on en est loin. Et donc, sur le critère principal de réponse, qui est le fait d'être réellement en dessous de 5 en prédialyse, eh bien, quelles que soient les méthodes statistiques, c'est bien sûr plus facile avec le ZS que sous le placebo. Et maintenant, quand vous regardez dans cette étude les troubles digestifs, eh bien, vous additionnez avec le ZS 4 plus 4, 8% de constipation d'arrêt, et avec le placebo, 3 plus 6, 9% de constipation d'arrêt. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le ZS ne donne pas plus de troubles digestifs que le placebo. Alors ça, c'est une notion intéressante, importante, je m'arrête un peu là-dessus. Il faut bien faire la différence entre effet secondaire et effet indésirable. L'effet indésirable, c'est tout ce qu'on observe chez un malade qui prend un médicament. Par exemple, bah, vous venez de vous faire vacciner contre la Covid, vous traversez la route, vous faites écraser par un bus, vous mourrez. C'est un effet tout à fait indésirable de mourir. Et ce malade va compter dans les statistiques de mort après vaccination Covid. Alors, on va convenir que c'est un effet indésirable, mais ce n'est pas sûr que ce soit un effet secondaire à la vaccination Covid. Et là, ce que je vais vous dire, c'est que vous prescrivez sans doute déjà du ZS à vos malades, et un certain nombre de malades, ben, en gros, 8% de vos malades
va avoir des constipations, des diarrhées. Bah oui, mes chéris, bah, c'est ce que vous auriez eu sous placebo, en fait. Donc, malheureusement, c'est considéré comme un effet indésirable et le laboratoire est obligé de remonter tous ces effets indésirables. C'est un petit peu les règles imposées de sécurité pour des raisons vraiment tout à fait médico-légales. Et dans les notices des médicaments, va finir par apparaître que ça donne des troubles digestifs, qui est une connerie énorme, parce que dans toutes les études randomisées contre placebo, ça ne donne pas plus de troubles digestifs que le placebo. Par contre, nos malades, je vous apprends rien, ont les boyaux qui ne fonctionnent pas super bien, et sous placebo, bah, vous en avez une 10% environ qui font des troubles digestifs. Et ben, il y aura 10% qui vont faire des troubles digestifs sous ZS, mais ce n'est pas un effet secondaire, vous comprenez, c'est un effet indésirable, mais pas un effet secondaire. Alors maintenant, l'efficacité du patyromère contre le caïxalate en hémodialyse. Alors malheureusement, vous voyez, dans cette étude, bah, le patyromère est inférieur au caïxalate. C'est toujours des kaliémies en fin d'intervalle long de dialyse. Et vous voyez que le caïxalate a été plus efficace pour baisser la kaliémie. Un caïxalate donné les jours sans dialyse, bien sûr, comme le patyromère. Et le caïxalate a été plus efficace que le patyromère. Alors que, vous voyez, l'observance à droite, comme le cake salade, c'est vraiment dégueulasse, bah, il y a pratiquement 11% des doses qui ne sont pas prises de cake salade, alors qu'il n'y a que 2% de doses pas prises avec le patyromère. Donc, malgré une moins bonne observance, le cake salade est supérieur au patyromère en dialyse. Et quand vous regardez les troubles digestifs patyromère versus cake salade en hémodialyse, ben voilà, patyromère, 26% de troubles digestifs, cake salade, 25%. À nouveau, ben, vous voyez, je vous l'ai dit déjà, hein, c'est une résine comme une autre. Il n'y a aucune raison que ça donne moins de troubles digestifs que le cake salade. Maintenant, l'efficacité du ZS par rapport au cake salade. Ben là, par contre, vous voyez, c'est plus efficace. À gauche, hein, vous voyez que la kaliémie en fin d'intervalle de dialyse va baisser plus vite et plus qu'avec le cake salade. Donc, le ZS, lui, est supérieur au cake salade. Hein, c'est à des doses tout à fait standards. Hein, vous voyez, c'est une mesure de cake salade les jours sans dialyse, c'est un sachet à 5 grammes les jours sans dialyse, hein, ce qui vous justifie bien de dire que un sachet à 5 grammes, c'est probablement équivalent à une mesure de 15 grammes. Peut-être qu'une partie de cette moindre efficacité, c'est une moindre observance. Ça, c'est tout à fait possible. Et au niveau des effets indésirables, vous voyez, numériquement dans le ZS, 3 malades qui ont diarrhée constipation versus 7 malades, hein, 2 fois plus toujours avec le KSA. Enfin, je termine sur cette étude qui explore ce fameux concept du delta de kaliémie intradialytique pendant la première séance de la semaine. C'est une étude très intelligente. En fait, elle compare deux stratégies. Elle compare des bains de dialyse à 3 mecs avec du ZS pour que le malade arrive moins hypercalémique, idéalement aux alentours, vous avez vu, de 5 millimoles en pré-dialyse, en fin d'intervalle long de dialyse, en fin de week-end, et un bain à 3 mecs pour qu'il n'y ait pas de gradient de baisse de calémie trop brutal pendant la première séance. Versus la stratégie classique, on ne met pas de chélateur et un bain à 2 mecs pour enlever un maximum de potassium. C'est une étude croisée où chaque malade va être son propre témoin après une période de washout. Et ben vous voyez que la stratégie bain à 3 mecs plus ZS fait que vous avez 48% de fibrillation atriale en moins et 53% de troubles d'arythmie cardiaque cliniquement significatifs, comprenant des pauses de plus de 3 secondes, des bradycardies sévères, des tachycardies supraventriculaires ou ventriculaires soutenues. Donc voilà, donc il n'y a pas photo, la meilleure stratégie, c'est vraiment un bain à 3 mecs avec du ZS pour éviter ce gradient à la baisse trop rapide de kaliémie pendant la première séance. Alors je conclus, l'hypercalémie n'est pas moins grave chez le malade rénal chronique. Malheureusement, les CADIGO retiennent un seuil d'intervention à 5,5, mais il est parfaitement licite, à mon sens, de commencer, comme le recommandent les cardiologues chez les malades les plus fragiles, pour les calémies, 2 calémies supérieures à 5. Contrôler l'hypercalémie selon les CADIGO, bah, c'est après avoir éliminé les médicaments qui apportent du potassium, comme les ANS et le Bactrim, c'est faire attention au régime, surtout les aliments transformés, beaucoup plus que les fruits et légumes, contrôler la congestion résiduelle avec le diurétique adapté, puis l'acidose si elle persiste, et enfin les chélateurs si tout ça ne suffit pas. Mais après tout ça, contrôler l'hypercalémie en hémodialyse, le plus intelligent semble d'avoir un bain à 3 mecs avec un chélateur du potassium pour éviter les gradients de baisse de calémie trop rapides. Le ZS, ça, très rapide, rapidité d'action très rapide, hein, avec une durée médiane pour baisser la calémie en dessous de 5 de 2,2 heures. Si on utilise
les doses de charge possibles pendant 48 heures, avec donc 98% de succès à 2 jours. Les troubles gastro-intestinaux, ben, il n'y en a pas, c'est comparable au placebo, ça n'est pas une résine. Il est tout à fait intelligent d'augmenter un peu la dose du diurétique si vous avez une insuffisance cardiaque à fraction de digestion réduite congestive. Hein, c'est en tout cas les recommandations internationales néphrologiques et cardiologiques, c'est ça qu'il faudrait faire. Et il n'y a aucune précaution de stockage en pharmacie. Pour le pâtiromère, donc la durée la médiane pour baisser la kaliémie, bah, c'est plus de 3 jours, et vous avez 24% d'échecs à 4 semaines. Hein, c'est comme toutes les résines. Les plus vieux néphrologues se souviennent bien que comme on savait que le KX agissait très lentement, et ben, on a essayé de faire des lavements au cake salade pour essayer de délivrer directement le cake salade dans le côlon en espérant que ça irait plus vite. Et en fait, on a abandonné parce que même ça marchait pas vraiment beaucoup plus vite. Les troubles gastro-intestinaux sont comparables au cake salade. C'est une résine comme une autre. En plus, malheureusement, du résicali, il y a un risque identifié important d'hypomagnésémie parce que c'est pas très spécifique, ça enlève du magnésium, ce qui n'est pas une bonne idée chez les patients cardiaques à haut risque de troubles du rythme. Il faut exclure les patients qui prennent des sels de calcium parce que sinon il y a un risque d'hypercalcémie. Il faut aussi exclure les patients qui ont déjà des antécédents d'hypercalcémie et tous les patients, exclure aussi les patients qui ont des antécédents de troubles gastro-intestinaux sévères. Et enfin, il faudra stocker cette résine au réfrigérateur en pharmacie et l'utiliser rapidement une fois qu'il aura été délivré sans jamais l'exposer à une source de chaleur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Vincent pour ce tour d'horizon très, très complet sur en partant du garrot pour terminer au truc entre guillemets plus moderne, mais enfin finalement là, c'est bien de savoir que finalement l'histoire du garrot c'est peut-être pas la peine. J'avoue que j'étais un peu passé à côté de cette information. Est-ce que vous avez des questions? Donc c'était très clair. En pratique, parce que voilà, bon, chacun utilise un peu ce qu'il veut et c'est logique dans le service. Et donc je vais avoir une question non pas provocatrice, mais on m'a posé la question. Toi, un patient qui a une insuffisance cardiaque supérieure avec un NT-proBNP supérieur à 4000, si tu dois choisir une nouvelle résine, tu prends quand même le pâtiromère. Non, je ne mets pas de résine. Je contrôle la congestion. En fait, c'est idiot de mettre une résine si un malade est Oui, mais congestif. parfois tu arrives pas à contrôler la congestion. Ah bah non, non, si le malade a plus de 4000 de NT-proBNP, je suis désolé, c'est qu'il faut majorer le traitement diurétique. Alors le problème, c'est que c'est vrai, c'est un peu comme pour la pression artérielle, Eric. Le problème, c'est que souvent, on va se censurer parce qu'on est bien content de laisser les malades congestifs et hypertendus pour faire de la cosmétologie de bilan biologique. Parce que, ça, ben, bien sûr, si on met le malade à son poids sec, si on optimise la pression intraglomérulaire, ça fait monter la créate. Mais en fait, ça révèle la vraie fonction rénale. Il ne faut pas laisser les patients congestifs. Bien sûr qu'on est content parce que la créate est moins élevée et que le patient aussi il est content parce qu'il a un meilleur DFG, mais c'est débile. Il faut contrôler la congestion, il faut contrôler la pression artérielle de nos malades. En fait, si on les laisse hyperhydratés et congestifs, quand tu dis on n'y arrive pas, ben si on y arrive, le furosémide, ça marche toujours. Il n'y a pas de malade qui résiste au furosémide. S'il y a quelques cas de résistance au diurétique de Lens, on rajoute un thiazide. Et d'ailleurs, toutes les études d'hémofiltration ont été négatives parce qu'en fait, dès qu'on rentre dans une étude et qu'on optimise le traitement diurétique, ben, il n'y a plus de vrais malades résistants, des malades absolument exceptionnels en pré-mortem. Donc, c'est des histoires de chasse. Donc, en fait, non, on peut toujours contrôler la congestion résiduelle et il faut la contrôler. Et moi, je pense que de toute façon, oui, on pourra mettre, si on veut, du pâtiromère à un malade congestif, mais je pense que c'est pas une bonne idée. Parce que si on met du pâtiromère à un malade en pleine congestion, en décompensation cardiaque, et qu'on le fout en hypomagnésémie, l'insuffisance cardiaque est pro-arythmogène, l'hypomagnésémie aussi, ben, bonjour si on tue le trouble du rythme. Donc, en fait, on n'est pas là pour faire de la cosmétologie de bilan biologique, on est là pour soigner les malades. Un malade congestif, il faut faire pisser, point barre. Et après, la plupart du temps, on n'aura pas besoin de chélateur. Moi, je ne fais pas la pub des chélateurs, je suis la pub de la bonne prise en charge clinique. Parce que une fois qu'on aura optimisé avec une bonne dose de furosémide, la kaliémie va, dans la plupart des cas, va être contrôlée. On n'aura pas besoin de chélateur. Donc, on est éthiopathogénique et on ne rajoute pas un médicament inutile et potentiellement dangereux. Ok. D'autres questions? Merci encore infiniment et donc ça sera enregistré et tu auras de regarder, les autres pourront regarder et on te laisse retourner la BX Nang dans les champs de lavande.
Salut, à bientôt. Salut Eric. Ciao, ciao. Merci.